intéressons-nous à l'onglet Maintenance de NFP. Cliquez en haut sur Maintenance, une nouvelle page va s'ouvrir. Traitons d'abord le premier onglet, NFP Database. Dans cet onglet, vous pouvez voir que vous avez accès à différents sous-blocs. Aircraft, Airport, Notifications, Administration et Communication. Traitons le premier bloc Aircraft. Sur Aircraft Characteristics, vous avez accès à une partie générale, des performances, à l'ATC Items, Report et Others. Dans le premier, vous pouvez tout d'abord sélectionner l'Aircraft Fin. Vous avez le choix entre différents avions de type Airbus. Prenons par exemple l'A330. Vous avez ensuite les différentes caractéristiques de l'avion qui vont apparaître sur toute la page. Notez que si vous voulez modifier, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur Edit et vous pouvez modifier les différentes cases ou rajouter des cases incomplètes. Si vous aviez cliqué sur New, vous aurez pu créer un nouvel avion à partir de 0. En bas à droite, vous avez aussi la possibilité de faire des copies, de sauvegarder vos modifications ou créations, de les supprimer ou d'annuler toute modification. Dans le premier bloc basique, nous avions donc l'Aircraft Fin, puis l'Aircraft Registration, dans notre cas A330-243, et différentes informations sur les équipements et les séries. Vous avez ensuite son information moteur, et si votre avion est dans une compagnie précise, vous pouvez lui donner le code compagnie, dans quelles unités seront exprimées les masses, et le country code si l'avion en a un. Notez que les valeurs présentes ici proviennent de la documentation avion. Du coup, vous pouvez bien évidemment les modifier selon les besoins compagnie. Revenons sur le bloc weight. Tout d'abord, vous avez accès à la valeur maximale du ramp qui correspond au poids maximal avec le taxi. En dessous, la MTO Maxi Takeoff Weight et la MZFW Max Zero Fuel Weight. Notez que pour ces deux valeurs, vous avez aussi la possibilité de rajouter un min var et un max var qui correspond à des marges permettant de faire varier ces valeurs de poids et de prendre plus ou moins selon le poids total final. Il est également possible de rajouter une marge pour le max taxi à condition que le min ou le var de la MZFW et de la MTO soit actif. Ensuite, vous pouvez également rajouter une valeur minimale de Zero Fuel Weight, une valeur minimale pour le Flight Weight. Cette valeur correspond à une valeur minimale dans laquelle le poids ne peut pas aller en dessous. Si jamais on atteint la limite, le logiciel va devoir calculer une valeur de poids à rajouter qui correspondra au fuel ballast que nous vous expliquerons plus tard. Dans l'avant-dernière ligne, vous avez accès à la runway MTO et la runway MLW. Les valeurs que vous allez rentrer seront déduites de la MTO et de la MLW et elles correspondent à une limitation piste. Enfin, sur la dernière ligne, vous avez le tanker MLW qui correspondra donc au fuel qui sera mis en tank et cette valeur
sera retiré de la MLW max. Et enfin, le spare weight, qui correspond à un poids qui sera toujours présent dans l'avion et qui limitera la payload. Comprenez bien que tout ce qu'on vous dit peut être différentes façons de faire une seule et même chose concernant différentes limitations. Je m'explique. Si on a une masse minimale à respecter sur un terrain, et que donc on va devoir ajouter ou limiter le fuel pour le respecter, on peut soit le paramétrer en minimum MTOW, soit en utilisant les runway MTOW ou MLM, soit en tank ou en ballast, etc. Si vous opérez des terrains régulièrement, vous pouvez rentrer des valeurs de max landing weight ici, en fonction de l'altitude de votre terrain. Si vous voulez ajouter plus de valeurs, cliquez sur Edit et vous voyez qu'une petite flèche bleue apparaît. Il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir ajouter, supprimer ou réorganiser vos terrains. Vous pouvez également rentrer des différentes valeurs de Customer Code sur ce bloc-là. Dans le bloc Fuel, vous allez devoir indiquer le maximum de fuel qui peut être emporté. Vous l'exprimez soit en poids, soit en volume. Si vous choisissez de l'exprimer en volume, il vous faut également indiquer l'unité de ce dernier. Puis, vous avez le Roundup Fuel. Vous allez choisir entre Yes ou No. Si vous choisissez Yes, il va arrondir le fuel de roulage suivant un terrain. Par exemple, si vous avez besoin de 20 minutes qui correspond à 450 kg de fuel, il va vous l'arrondir à chaque fois à 500. Puis, le min disp. Ceci correspond à l'emport minimal de fuel pour que l'avion puisse partir. Si vous le définissez à 13 et que vous n'avez que 12, le logiciel va calculer et rajouter forcément les 1 manquants pour faire 13. Le min descente correspond au minimum de fuel qu'il faut lors d'une approche. Le min alternate correspond au minimum de fuel pour rejoindre un aéroport alternate. Puis, vous avez accès aux Reserve Domestic Policy et Reserve International Policy, qui sont des politiques de réserve pour les vols de type domestique et internationaux. Enfin, vous pouvez ici également indiquer la valeur de fuel pour le reclear et pour le ballast. Le spare tank également, qui correspond à un maximum d'emport dans le tank et qui vous permettra de rajouter de la payload en dernière minute. Enfin, vous avez aussi également la possibilité de rentrer l'advisory fuel, qui correspond à l'additional fuel, indiquer si celui-ci est optionnel ou non, et rentrer une raison pour ce dernier. Pour remarque, les différents types de réserve de fuel, que ce soit du reclear, de l'alternate, du spare tank, vous sont expliqués dans la partie Grand 4 plan de l'e-learning. Dans le bloc Fuel Time, vous pouvez rentrer pour les vols domestiques un temps d'attente. Ce temps d'attente peut être exprimé soit en fuel, soit en temps minutes. Si vous décidez de le rentrer en fuel, il vous faudra aussi indiquer de quel type, soit minimum ou soit fixé. Vous pouvez faire de même pour les vols internationaux. Ensuite, vous pouvez indiquer le temps de taxi, ainsi que son type, soit un taux, soit fixe. Dans les routes IFR, vous pouvez majorer le temps en rentrant une valeur ici. De même, vous rentrez soit une valeur de fuel, soit une valeur en temps minutes. Vous pouvez faire pareil pour les vols IFR vers les aéroports alternate. Enfin, dans cette dernière ligne,
Si vous décidez de rentrer une valeur dans NoHalt, vous allez pouvoir indiquer une consommation soit en fuel, soit en temps, pour les différents types qui sont présentés ici, soit un alternate, soit un hold, soit un additional. Dans le dernier bloc, min landing fuel, vous allez pouvoir indiquer combien de fuel au minimum vous souhaitez pour l'atterrissage. Soit vous rentrez une information fuel, soit une information temps minute. Vous pouvez indiquer un minimum, une valeur par défaut, un minimum lorsque vous vous dirigez vers un aéroport alternate, un minimum lorsque vous atteignez un point ETP. Ensuite, dans Time Calculation, vous pouvez décider de calculer le fuel restant en fonction soit du top of descent, soit du taux d'attente, ou bien, si vous cliquez sur Custom, vous allez pouvoir entrer une valeur customisée. Intéressons-nous maintenant à la partie performance d'Aircraft Characteristics. Dans le premier bloc performance, vous trouverez tout d'abord le type de profil. Celui-ci peut être soit LRC pour Long Range Cruise, soit selon un Cost Index, ou bien selon un max fixé. Ensuite, vous trouverez le profil de montée, ainsi que le bias, qui correspond à une déviation par rapport à la route. Le petit add après correspond à un ajout de ce premier bias, si jamais vous estimez que lors de votre route, votre trajectoire sera déviée d'un peu plus que le pourcentage indiqué ici. Enfin, vous pouvez indiquer un temps et un fuel pour ce bias de CLAB. Vous pouvez faire différentes actions pour les 3 prochains items, qui sont la croisière, la descente et l'attente. Vous pouvez ensuite alors traiter l'alternate, qui n'a pas de bias de base, mais dont vous pouvez ajouter un additional. Puis, vous pouvez ajuster le cost index optimal en écrivant l'ajustement dans ce champ. Ce dernier va comparer votre cost index optimal avec celui du FMS et le compenser. Vous avez ensuite la possibilité de dire si ce cost index est optionnel et de rentrer un minimum et un maximum pour le cost index optimum. Ensuite, vous pouvez rentrer l'idle factor, qui correspond au régime ralenti du moteur. Vous avez ensuite le performance factor, qui représente l'usure de l'avion avec son âge. Vous savez que plus un avion est vieux, et plus ses moteurs fonctionnent avec une moins bonne performance, et donc vous pouvez exprimer cette baisse de performance dans ce facteur. Puis, dans le Mean Cruise Distance, vous pouvez indiquer une croisière minimum en distance, car une montée coûte très cher en fuel, et parfois le logiciel ne va pas compute votre plan de vol si la croisière n'est pas assez importante et ne peut pas compenser le coût d'une montée. Dans le Max Climb Grind, vous pouvez indiquer le gradient maximum de montée. Dans Downdrift Penalty, vous allez pouvoir exprimer en pourcentage une pénalité pour la méthode de drift down. Et enfin, vous pouvez aussi indiquer une pénalité pour les montées en route. Dans le bloc ETP et TOPS, vous allez pouvoir rentrer des politiques ETP. Avec ces dernières,
vous pourrez indiquer une vitesse de croisière au point ETP, un flight level à ce point ETP pour les calculs du point, l'ETOPS min qui correspond au temps en minutes minimum que l'avion peut parcourir pour être en ETOPS, l'ETOPS TAS qui correspond à l'ETOPS True Airspeed. Si vous ne rentrez pas un temps minute, vous pouvez rentrer à la place une distance. ETOPS hide, si vous sélectionnez cet item, les points ETOPS seront cachés sur la carte lorsque vous les calculerez dans le plan. EEP exp min qui correspond au cercle minute 60 autour des aéroports et point ETP. Restrict ETP qui vous permet soit vous le désactivez, soit vous le mettez en mode warning et il vous le renverra une alerte, ou vous pouvez mettre le mode error et le logiciel vous renverra une erreur. TLS min qui correspond au Time Limited System en minutes. Et enfin le CFSS min qui est le Cargo Fire Suppression System minutes. Si jamais par exemple vous avez un feu et qu'il ne faut pas être à moins de X temps d'un aéroport, vous pouvez indiquer ce temps dans cette case. Cette action va résulter sur une réduction dans le temps ETOPS pour justement essayer de satisfaire aux besoins. Dans le bloc Oxygène Endurance, vous pouvez rentrer le temps d'endurance pour l'oxygène selon les différents flight levels. Dans le bloc Équipement, vous pouvez sélectionner les équipements dont votre avion dispose et éventuellement préciser le type de l'équipement, par exemple ILS 4 3B. Dans ces deux blocs-ci, vous allez pouvoir configurer les différents récepteurs de votre avion. Ici, il va s'agir des récepteurs RAME et ici, des récepteurs ADS-B. Dans le bloc Hazards, celui-ci contient tous les événements météorologiques extrêmes et vous pouvez décider de définir lesquels vous souhaitez éviter en remplissant les différentes cases suivantes. Vous avez par exemple ce qui concerne des températures, des turbulences, des orages, de l'icing, etc. Puis, le dernier bloc, Capacity. Vous pouvez définir le maximum flight level, donc le niveau de vol maximum de votre avion, le NAT-MAC, qui correspond au MAC fixé pour les routes NAT, donc North Transatlantique, le nombre de PAX maximum que peut comporter l'avion, également pour le crew. Jump, vous allez indiquer le nombre de jump seats dans l'avion. Et dans vos heures, vous pouvez indiquer s'il y a d'autres sièges disponibles. Dans Runway Lane, vous allez pouvoir donner un minimum de runway pour l'avion. Et vous pouvez aussi définir la surface de cette piste. Dans Runway Default, vous allez définir la méthode runway par défaut. Vous pouvez mettre soit None, soit Longest Procedure, soit avec le vent de face le plus fort, ou la meilleure route. Vous allez ensuite indiquer le maximum de vent arrière pour une runway. Dans Talt Dist, vous allez indiquer le max de take-off
pour une alternate en nautique. Vous pouvez également aussi indiquer le maximum de vent de travers pour une piste. Dans le Mora Radius, celui-ci va donner la précision à laquelle il va falloir suivre une trajectoire. Et vous allez donc rentrer un nombre en nautique afin que la trajectoire évite de sortir à droite ou à gauche de ce X nautique. Puis, dans Route Qualification, les avions sont qualifiés par des codes A, B, etc. Et donc, vous pouvez définir aussi des routes et certains avions ne pourront voler alors que sur certaines routes selon leur qualification. Et enfin, la payload type, vous pouvez dire si votre avion transporte des passagers ou du cargo. Intéressons-nous maintenant à la page ATC Items. Ici, vous pouvez retrouver les items 8, 9 et 10. L'item 8 va correspondre au type de vol que vous allez réaliser. Ça peut être un vol militaire, de training, etc. L'item 9 correspond au wake turbulence de votre avion. Jumbo, heavy, medium ou light. L'item 10 correspond aux équipements de communication. Vous avez ensuite le bloc de l'item 18. Ceci correspond au bloc des équipements de navigation. Et enfin, l'item 19 correspond aux équipements de survie. Vous pouvez par exemple préciser si vous avez des vestes de survie ou bien la couleur de l'avion pour les recherches. Dans la partie Report, vous trouverez un premier bloc Flight Plan. Dans celui-ci, vous allez pouvoir configurer la création des plans de vol et de leur envoi. Dans la partie ATC, vous pouvez rentrer le code compagnie, le type de fichier envoyé et vous avez la possibilité d'enregistrer des adresses ATC. Dans la partie Package, vous allez pouvoir définir les formats des vols domestiques et internationaux, enregistrer aussi des adresses et vous pouvez rajouter des marges afin de récupérer des cartes publiées soit plus tard, soit à d'autres flight levels. Par exemple, si vous avez une croisière lors de votre vol OFL 340, vous pouvez aussi décider d'enrichir votre flight package et de demander les cartes au flight level 300 et au flight level 400. Dans le deuxième bloc, ACARS, vous allez pouvoir configurer les envois de données du flight plan vers l'avion. Vous allez pouvoir définir si d'abord votre avion est équipé à ACAS, ou envoyer les données, et également les différents formats des données qui seront envoyées. Vous voici maintenant dans la dernière partie d'Aircraft Caractéristiques. Vous êtes dans la partie Others. Vous avez ici un premier bloc dans lequel vous allez pouvoir configurer plusieurs Operational Empty Weight. Elle correspond à la masse de base en opération de votre avion, sans fuel, sans payload et sans packs. Elle va donc prendre en compte la configuration cabine, notamment le nombre de cabin crew que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir configurer avec différents codes pour vous y retrouver. Par exemple, une Operational Empty Weight avec un code 1, vous allez pouvoir la configurer avec 15 cabin crew. Si vous voulez ajouter une seconde configuration, cliquez sur la petite flèche bleue et faites Add, et vous allez pouvoir entrer une seconde masse avec un code différent, et par exemple 20 cabin crew. Le bloc ACN, Aircraft Classification Number, va vous permettre de calculer votre ACN. Si votre avion ou votre flight plan va avoir accès à un code PCN, donc Pavement Classification Number, il va donc les comparer pour savoir si votre avion peut atterrir sur un certain terrain. Vous avez au milieu ici le bloc concernant vos données APU. Vous allez pouvoir rentrer, par exemple, la consommation horaire de votre APU.
Sur la droite, ici, vous avez le bloc concernant le paramétrage drive-down. Vous allez pouvoir créer différentes méthodes de drive-down, par exemple, selon le nombre de moteurs en fonctionnement ou l'icing profile. Le logiciel va alors vous renvoyer des alertes et recalculer la route si elle ne respecte pas le paramétrage. Ici, dans le bloc NOTAM Key, vous allez pouvoir filtrer vos recherches de NOTAM selon différents mots-clés. Et finalement, ici, vous allez pouvoir rajouter certains commentaires. Intéressons-nous maintenant à la Mail CDL Dictionary. Une nouvelle page s'ouvre. La Mail, ou bien Minimum Equipment List, concerne les équipements vitaux au vol. La CDL, ou bien Configuration Deviation List, concerne les équipements non vitaux pour le vol, par exemple une boîte à pharmacie. Vous allez ensuite cliquer sur New. Vous allez d'abord sélectionner le type de l'avion, par exemple A330, sa série, ses moteurs, le code compagnie, et vous allez ensuite sélectionner s'il s'agit d'une mail ou d'une CDL. Vous allez ensuite indiquer un numéro. Ici, vous sélectionnez si c'est opérationnel ou non. Une description est ensuite exigée. Dans notre cas, on va prendre par exemple la description ADSB. Elle n'a aucun sens, mais c'est juste à titre d'exemple. Ici, vous pouvez ajouter un commentaire si vous le souhaitez. Maintenant, on va configurer les effets. Vous allez sélectionner de nouveau la référence. Et ici, vous allez devoir mettre la mail CDL référence. Indiquer sur ces petits champs le nombre d'équipements installés et le nombre nécessaire. Vous allez pouvoir sélectionner dans Type l'effet que le manque de cet équipement aura sur les opérations. Si nous cliquons au hasard, ici, une description va apparaître et vous allez pouvoir rentrer une certaine valeur qui sera bien évidemment en lien avec l'effet sélectionné. Selon l'effet sélectionné, vous allez pouvoir rentrer une unité et ici, configurer si les effets seront additionnels, s'ils ont été pris en compte et s'ils ont été appliqués. Avec la petite flèche bleue, vous allez pouvoir ajouter, supprimer ou bien réorganiser les différents effets créés. Après avoir défini dans la Mail CDL Dictionary les différents équipements de la mail ou de la CDL et leurs effets, on va pouvoir les envoyer grâce au Mail CDL Assignments au Flight Package s'il y a une panne ou un équipement défectueux. Nous allons cliquer ici sur New et on va encore une fois sélectionner l'avion que nous avons choisi. Les autres champs vont se remplir automatiquement et on va ensuite chercher celui qu'on a créé. Nous avons créé le numéro 2 et la description ADSB apparaît bien. Vous allez rentrer ici le Deferred Maintenance Item et ici l'Operating Count. Si l'Operating Count est défini à 10, cela veut dire que votre avion vole depuis 10 jours avec, par exemple ici, l'ADSB en panne. Vous pouvez ajouter des commentaires et enfin, cette mail CDL sera envoyée à votre Flight Package. Intéressons-nous maintenant à la partie ETP Scenarios. Vous allez pouvoir, dans cet onglet, créer tous vos scénarios ETP. Cliquez sur New. Vous allez pouvoir rentrer un identifiant de scénario, par exemple 1, décrire rapidement ce scénario. Nous allons écrire ETP scénario 1. Choisir combien d'engines
vous avez pour votre avion, pour ce scénario ETP, l'unité pour le calcul de la consommation, kilo ou litre. Si jamais vous avez pour le déroutement des temps TLS ou CFSS, dans Initial Descent, vous allez pouvoir définir donc la descente initiale principale. Ça peut être soit du drift down, soit de l'instantané fixed ou level off. Vous allez pouvoir faire de même pour alternatif. Pour ce faire, notez qu'il faut d'abord remplir une donnée dans le main. Selon la donnée rentrée, vous n'aurez pas accès à toutes les cases suivantes. Si vous n'avez pas accès, elle sera alors grisée. Vous avez ensuite le profil normal et le profil icing. Vous aurez ou non la possibilité de rentrer un temps, un burn et une distance pour cette descente, ainsi que de définir le level of profile et son flight level. Puis, dans le bloc cruise profile, vous allez pouvoir indiquer si c'est un profil fixe ou de montée. À noter également que selon le profil que vous allez choisir, vous ne pourrez pas forcément remplir les cases qui suivent ou non. Par exemple, dans Climb, vous avez aussi la possibilité d'indiquer un flight level maximum. Vous pouvez aussi indiquer si vous avez à avoir une augmentation de ce maximum du flight level et une limite max de l'augmentation. Vous allez aussi définir la vitesse pour ce profil de croisière. Par défaut, ACX est rentré et il correspond à la valeur de croisière du profil que vous aurez rentré dans Aircraft Characteristics. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter deux autres maximum flight level étant dans Additional 1 et Additional 2. Puis, vous avez un bloc Final Descent Burn, où là encore, vous allez indiquer la méthode calculée ou fixe. Si vous choisissez la méthode fixe, vous allez aussi devoir remplir un temps, un burn et une distance. Ici, vous pouvez donner un nom à ce profil de descente et à l'auxiliaire. Le dernier bloc Hold correspond à une méthode pour l'attente. Elle peut être soit calculée, soit à partir du top of descent, ou fixée. Vous auriez aussi une possibilité de rentrer un temps, un flight level et un burn. Dans la deuxième sous-partie Penalties, vous allez pouvoir définir une méthode pour l'APU burn qui peut être calculée ou fixée. Si elle est fixée, vous devrez aussi indiquer un temps et un burn. Vous allez également définir un temps, un burn et une distance pour le missed approach. Et dans ce bloc penalties, vous allez pouvoir indiquer différents bias selon différents éléments de pénalité. Ça peut être Air Ice Accretion, Engine Icing Unit, etc., etc. Lorsque vous rentrerez un BIOS, vous allez aussi devoir indiquer le type et où est-ce qu'il s'applique. Enfin, vous avez aussi la possibilité de rentrer un Extended Range Entry Point Radius. À noter que celui-là est obsolète si jamais vous utilisez les EEP ou EXP. Enfin, vous pouvez rentrer des remarques. La partie ETP Policies. Cliquez sur New pour créer une nouvelle politique. Vous allez pouvoir entrer dans Politique le nom de cette dernière. Vous avez aussi la possibilité de rentrer
des remarques et vous allez pouvoir attribuer à cette politique ETP un scénario qui aura été défini précédemment dans ETP scénario. Choisissez Learn Code, le nom du scénario, une description va alors apparaître et vous avez la possibilité, avec la petite flèche bleue sur le côté, d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser vos scénarios. Intéressons-nous maintenant à la dernière partie d'Aircraft, Direct Operating Cost. Cette partie concerne les coûts opérationnels. Vous allez devoir entrer le code compagnie ainsi que les informations avion, son FIN, Registration, Equipment Type, Series et Engine. Vous allez aussi devoir choisir l'unité de la devise. Dans Direct Operating Cost, vous allez pouvoir entrer les coûts horaires du capitaine, du first officer, etc., etc. À la fin, un total sera calculé. Sachez que cette partie-là va vous permettre d'exprimer le coût d'un retard en fonction des différents coûts que vous aurez exprimés auparavant. Si par exemple, vous avez 10 minutes de retard, vous allez pouvoir voir combien cela coûte en fonction des coûts horaires des capitaines, first officers, etc. Vous pouvez définir ces différents coûts en fonction également du bloc delay cost, auquel vous allez devoir indiquer où est-ce que celui-ci s'applique, et aussi pour une arrivée, arrival delay cost, en indiquant un taux, un max et un seul s'il n'y a pas de coût. Ensuite, vous allez pouvoir fixer le coût lors de l'allumage des moteurs. Et enfin, vous pouvez indiquer les dernières updates et sources.